Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Tunisie, 4 partis politiques dénoncent le coup de force du président Kais Saied. Devant la presse, ils ont fustigé la violation de la Constitution par le chef de l'exécutif qui a étendu récemment ses pouvoirs. La France vient de décider de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard du royaume marocain. En conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères a qualifié la décision de Paris d'injustifiée. En France, les premières victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont commencé à témoigner ce mardi devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Elles racontent au juge leur traumatisme 6 ans après cette nuit d'horreur. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. En Tunisie, 4 partis politiques dénoncent le coup de force du président Kais Saied devant la presse. Ils ont fustigé la violation de la Constitution par le chef de l'exécutif qui a étendu récemment ses pouvoirs. Reportage. Ils sont 4 partis politiques tunisiens à avoir dénoncé ce mardi le pouvoir absolu que s'est arrogé selon eux le président Kais Saied, avertissant que ces décisions controversées pourraient faire sombrer le pays dans la violence. Les formations de gauche ont vivement critiqué lors d'une conférence de presse à Tunis les mesures prises depuis le 25 juillet par Saied, notamment le limogeage du gouvernement ainsi que la suspension du Parlement et de chapitres clés de la Constitution, estimant qu'elle débouchait sur un pouvoir absolu concentré aux mains d'un seul homme. Pour le président du courant démocrate, qui compte 21 sièges au Parlement, si le président Saied, qui cherche à satisfaire ses désirs, ne revient pas sur ces mesures, le pays risque de glisser vers la violence, voire une guerre civile, créant un scénario libanais en Tunisie avec une paralysie prolongée des institutions de l'État. Le président du parti Afek Tounes, 2 sièges au Parlement, a souligné la gravité de la crise actuelle et ses répercussions sur l'économie tunisienne. Des ONG nationales et internationales ont fustigé le week-end dernier l'accaparement du pouvoir par le président Kais Saied, qu'elles ont qualifié de dérive sans précédent. En République démocratique du Congo, la coalition Lamuka a maintenu son appel à manifester mercredi prochain sur le lieu initialement prévu. Ceci alors que les autorités refusent un défilé sur l'axe reliant le pont Matete à l'aéroport de Ndili. À quelques heures de la manifestation de protestation pour exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, le bras de fer se poursuit entre Kinshasa et l'opposition. Les autorités refusent un défilé sur l'axe reliant le pont Matete et l'aéroport de Ndjili. Le gouverneur de Kinshasa est disposé à autoriser les manifestations, mais seulement en dehors de l'axe entre le pont Matete et l'aéroport international de Ndjili, a-t-il expliqué ce lundi devant la presse. Un tronçon de plusieurs kilomètres qui traverse un district populaire a priori acquis à l'opposition. Pour le gouverneur, les raisons ne sont pas politiques, mais sécuritaires. Pour assurer la fluidité et garantir la sécurité et l'ordre public, nous avons décidé de rendre le trajet entre le pont Matete et l'aéroport de Ndjili en une zone neutre où on ne peut pas organiser les marches politiques. Quand il y a marche, ce grand boulevard est paralysé. Nous avons des renseignements sûrs qui prouvent à suffisance que cette zone est suffisamment instrumentalisée pour créer du désordre. Nous avons des délégations étrangères qui viennent et à chaque fois qui doivent faire des va-et-vient. Le passage obligé, c'est le boulevard Lubumba, a expliqué Gentini Ngobila. Ce lundi, le tandem Martin Fayoulou et Adolphe Mozito, à la tête de Lamuka, a rejeté cette décision et maintient la marche à l'itinéraire prévu car pour l'opposition, les motifs des autorités sont fallacieux. C'est justement contre cette discrimination et contre cette dictature que nous avons décidé de résister.
4 officiers maliens et une fonctionnaire ont été placés lundi sous mandat de dépôt. Ils seraient mêlés à une affaire d'achat de matériel militaire au début de la présidence de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, selon des sources judiciaires. Les précisions à travers cet élément. L'achat d'un avion présidentiel pour près de 40 millions de dollars ainsi que de matériel militaire à une société malienne, tous deux sans appel d'offres, avaient valu en 2014 au Mali des sanctions des institutions financières, notamment le gel pendant 6 mois des décaissements du Fonds monétaire international FMI. L'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, ministre de la Défense au moment des faits, ainsi que l'ex-ministre de l'Économie et des Finances, Bouaré Fili Sissoko, ont déjà été placés sous mandat de dépôt le 26 août dans l'affaire de l'avion. Tous deux sont poursuivis pour atteinte aux biens publics et soupçonnés d'escroquerie, faux et favoritisme. Le pôle économique et financier de Bamako a ordonné le placement lundi sous mandat de dépôt pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux, dans le cadre d'un marché d'acquisition d'équipements militaires, 2 colonels, un commandant, un lieutenant et une contrôleuse financière du ministère de la Défense, a-t-on précisé de sources judiciaires. Le 23 septembre, l'ancien directeur de cabinet de Keïta, Mahamadou Kamara, avait également été placé en détention dans l'enquête sur l'achat de l'avion présidentiel. Les partisans de Soumeylou Boubèye Maïga, poids lourd de la politique malienne et auquel beaucoup prêtent des ambitions présidentielles, ont vu dans son arrestation une tentative de l'écarter de la prochaine élection. Le gouvernement du Soudan du Sud, se disant victime d'une campagne internationale, a rejeté lundi un rapport de l'ONU l'accusant l'élite politique du pays d'avoir détourné près d'une dizaine de millions de dollars de fonds publics. Plus de 73 millions de dollars depuis 2018, dont près de 39 millions de dollars volés en moins de 2 mois. La Commission des droits de l'homme de l'ONU au Soudan du Sud a prévenu la semaine dernière que le détournement des dizaines de millions de dollars de fonds publics risque de faire dérailler un processus de paix déjà fragile dans le plus jeune pays du monde, en proie à une crise économique et politique chronique et qui peine à se remettre d'une guerre civile ayant fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018. Selon la Commission, une sidérante somme d'argent et d'autres biens ont été détournés des caisses et des ressources publiques. Les plus de 73 millions de dollars ne représentent qu'une fraction du pillage global des caisses de l'État, souligne l'ONU, indiquant que le président Salva Kiir a reconnu qu'en 2012, les élites au pouvoir avaient détourné plus de 4 milliards de dollars. Juba a répliqué lundi le ministre de la Présidence, Martin Elia Lomouro, affirmant que le rapport faisait partie d'une campagne internationale contre ce gouvernement. Ce sont des organisations qui sont subventionnées pour ne pas avoir la stabilité politique au Soudan du Sud et elles passent d'un sujet à l'autre, des droits humains à la corruption, de la corruption à autre chose, a déclaré Lomouro. Selon l'ONU, des politiciens, des fonctionnaires, des multinationales, des militaires et des banques étrangères sont impliqués dans le pillage des ressources étatiques. Ce pillage continue aussi à alimenter la compétition politique au sein des élites et est un moteur clé du conflit en cours, des exactions et crimes compromettant les perspectives de paix durable, estime la Commission dans un rapport présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. La diplomatie marocaine vit des moments difficiles ces derniers mois. La France vient de décider de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard du Royaume marocain. En conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères a qualifié la décision de Paris d'injustifiée. Paris a annoncé la réduction du nombre de visas accordés au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie en raison du refus de ces 3 pays du Maghreb de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. Lors d'une conférence de presse avec son homologue mauritanien, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a déclaré avoir pris acte de cette décision
que le Maroc considère comme injustifié. Le royaume chérifien a toujours géré la question migratoire et le flux des personnes avec une logique de responsabilité et d'équilibre, a affirmé Bourita. La décision de la France est souveraine. Le Maroc va l'étudier, mais les raisons qui la justifient nécessitent de la précision, un dialogue, car elle ne reflète pas la réalité, a ajouté le ministre des Affaires étrangères. Ce durcissement de l'octroi des visas aux ressortissants maghrébins survient à moins de 7 mois de la présidentielle en France, en plein débat sur l'immigration. On reste en France où les premières victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont commencé à témoigner ce mardi devant la cour spéciale, la cour d'assises spéciale de Paris. Elles racontent aux juges de la cour leur traumatisme 6 ans après cette nuit d'horreur. La Cour a commencé à entendre mardi après-midi les témoignages des victimes du Stade de France, aux abords duquel 3 kamikazes se sont fait exploser, faisant 1 mort. Je garde en mémoire l'explosion, le bruit et l'odeur. J'ai été choqué par ce tronc humain coupé en 2, ces morceaux de chair un peu partout, a déclaré tremblant à la barre un retraité de la gendarmerie, toujours traumatisé. Le soir des attentats, Pierre patrouillait avec des collègues devant le stade où se jouait une rencontre amicale de football. En 33 ans de carrière, Philippe, major de gendarmerie, a assuré n'avoir jamais connu un tel choc. Environ 350 parties civiles rescapées des attaques et proches de victimes ont demandé à témoigner, a rappelé le président Jean-Louis Périès, avant de donner le coup d'envoi de 5 semaines d'audition. Au total, plus de 2200 personnes se sont constituées parties civiles à ce procès qui juge depuis le 8 septembre et pour environ 9 mois, 20 accusés dont le seul membre encore en vie des commandos Salah Abdessalam. Ces attentats les plus sanglants jamais commis en France ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis en banlieue. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.